Un manchette ce soir, ralentissement dans la gestion de l'Orignal dans le parc de la Vérandrie. On en parle dans un instant avec le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées pour entendre des révélations sur Sandra Godet à Val-d'Or. Et la deuxième étape du Tour de l'Abitibi commence aujourd'hui. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. On a pu avoir une copie d'une communication entre le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits et le chef de Lac-Barrière. Et on y parle en fait de la gestion de l'Orignal dans le parc de la Vérandrie. Et justement, on va en parler directement avec le ministre lui-même, Yann Lafrenière. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. On voulait savoir, on en est où justement dans le dossier de la gestion de l'Orignal? On se rappellera que c'est un dossier qui est extrêmement important, extrêmement sensible pour la région, pour les communautés Anishinaabe. On avait signé à l'époque une entente qui prévoyait qu'on faisait un moratoire sur la chasse pendant 2 ans pour aider à, à stabiliser la situation, c'est-à-dire d'avoir un état de situation, à savoir quel était l'état du cheptel. Ça a été fait. Je remercie les gens de la région, je remercie les chasseurs. Cependant, j'ai écrit récemment à la communauté de Lac-Barrière, c'est vrai, je ne m'en cache pas, disant que cette entente avait été signée spécifiquement pour cette communauté-là, parce qu'on avait fait une pour l'ensemble des communautés, mais une spécifique pour Lac-Barrière. Et malheureusement, je ne sentais pas l'adhésion, je ne sentais pas la volonté d'avancer. Il y a de l'impatience dans la région, je le comprends aussi, de la part de certains chasseurs, de personnes de la région qui veulent s'assurer que l'entente va être bien respectée par tout le monde. Alors, c'est la lettre que j'ai envoyée au chef, lui demandant de respecter la partie de l'entente, qu'on puisse avancer ensemble, parce que c'est le vœu de tout le monde. Mais selon vous, vous avez parlé tout à l'heure d'entente, des engagements n'auraient pas été respectés par la communauté de Lac-Barrière. On parle de quels engagements justement qui n'ont pas été respectés? Il devait avoir un retour progressif à la chasse l'an dernier. On m'a imploré de reporter d'une année pour différentes raisons, ce à quoi on a acquiescé ensemble. Et là, depuis les derniers mois, on a tenté à plusieurs reprises d'avoir des rencontres, de mettre en place ce plan qu'on avait signé ensemble. Et il n'y a pas d'adhésion. Alors, pour cette raison-là, j'ai écrit à la communauté de Lac-Barrière disant que j'étais inquiet. J'étais inquiet pour les relations harmonieuses pour la région. Parce qu'on se rappellera qu'en 2020, quand tout ça a commencé, mais ça mettait beaucoup, beaucoup de pression sur la région. Il y a même un boycott de certains commerces autochtones qui avait été effectué. Alors, quelle mesure on avait fait cette entente, mais je m'attends à ce que ce soit la même chose des deux parties. Et j'ai beaucoup espoir avec les autres communautés Anishinaabe qu'on va pouvoir s'asseoir ensemble, tout le monde ensemble, trouver des solutions pour s'assurer que la ressource, c'est-à-dire l'orignal, soit là pour les prochaines générations, surtout d'avoir une belle cohabitation. Avez-vous des nouvelles depuis de la communauté? Je veux dire, du côté de Lac-Barrière, je suis en attente. Il faut comprendre que politiquement, il y a des élections aux 2 ans. Et vous savez, en plus de cette entente sur l'Orignal, il y a une entente sur la foresterie qui a été mise en place qui permettait à la communauté de toucher une bonne somme annuellement. On n'a pas réussi à l'harmoniser. Là encore, là, les gens de la région sont les autres communautés voisines autochtones sont aussi en disant qu'il faut donner suite. Ça va permettre à ce que chacun puisse prélever de la ressource sur son territoire et même avoir des revenus. Alors, ça a été ma lettre. Ma lettre, ça a été un coup du cœur en disant, écoutez, vous avez signé des ententes, il faut les respecter. J'espère qu'on va y arriver, mais j'ai vraiment espoir aussi avec les autres communautés voisines. On va réussir très prochainement à s'asseoir ensemble à trouver des solutions qui vont être bonnes pour tout le monde. Et je remercie, comme je le disais tantôt, les chasseurs, mes collègues de la région, mes élus qui nous ont beaucoup aidés pour mettre ça en place. Mais là, maintenant, il faut avancer ensemble, pour respecter ce qu'on a signé. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et on vous en parlait hier de ces nouvelles révélations dans le dossier du meurtre de Sandra Godet à Val-d'Or. Plus tôt cet après-midi, une vingtaine de personnes se sont rassemblées au parc Albert Dumay pour entendre l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim. L'auteur du livre Meurtrier sur mesure y partageait des révélations comme quoi les autorités connaîtraient qui sont derrière le crime entourant de l'adolescente de 14 ans. Et pour les responsables du blog citoyen Sandra Godet, la population exige des réponses qui ont récolté des confidences conduisant à ces nouveaux éléments. Il est important que les citoyens gardent l'histoire bien vivante. Les gens ont l'intérêt quand même à la justice. C'est quand même un socle de notre démocratie. Puis ils ont un intérêt, puis avec raison. C'est d'intérêt public, une affaire de la sorte. Là. On veut pas qu'un de nos proches soit... Tu sais, je comprends qu'on parle d'une mentalité puis des façons de faire d'il y a 35 ans, mais pourquoi, si ça s'est produit puis qu'on ne cherche pas à le corriger, pourquoi ça se passerait pas à nouveau? Hugues et Billy
doivent être blanchis, puis leur réputation se doit d'être lavée avec autant de battages médiatiques qu'ils ont pu être salis à l'époque, en 90. Il ne faut pas que ce soit un entrefilet. Et d'ailleurs, un affidavit, une déclaration sous serment d'un policier de Val-d'Or pourrait permettre de solutionner le crime 34 ans plus tard, puisque ce dernier n'aurait pas été divulgué aux avocats qui défendaient Hugues Duguay et Billy Taillefer lors de leur procès pour le meurtre de Sandra Godet en 1991. Yvon Moreau en parle avec l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim. Ce document nous permet d'affirmer que l'enquête policière a été construite, préétablie. En effet, dans cet affidavit, M. Cossette écrit noir sur blanc que le lundi matin, le jour de la supposée découverte du corps de Sandra Godet, ils étaient à la recherche du tracker de Laurent Taillefer dès le 12 mars. L'enquête policière est censée être commencée à 9 h le matin du 12 mars. Et dans la journée, déjà, ils sont en train de chercher le tracker de Laurent Taillefer. Donc, il n'y a pas fallu d'enquête pour pointer d'abord Laurent Taillefer et ensuite Billy Taillefer et Hugues Duguay. Dans cet affidavit, ce qu'on remarque également, c'est que M. Cossette cite des déclarations de M. Carl Saint-Pierre et de Donald Saint-Pierre. Mais le problème qui se pose, c'est que le verbatim que M. Cossette a inscrit dans son affidavit ne correspond pas intégralement aux déclarations qui ont été rendues publiques et remises à la défense. Et il faut savoir qu'en plus, la commission Poitras a découvert une version de la déclaration de Donald Saint-Pierre sans date inscrite. Il faut se rappeler que pendant le procès, Daniel Huard a répété à 2 reprises que le corps de Sandra Godet avait été découvert le 11 mars. Il faut se rappeler que le policier de la Sûreté du Québec, M. Betté, a écrit dans 2 rapports distincts que le corps de Sandra Godet a été découvert le 11 mars. À partir de ces informations-là, quand on sait aussi que M. Cossette, quand il rapporte le verbatim de lettre anonyme ou de la déclaration de Billy Taillefer, tout y est intégralement identique. Donc, on a la démonstration noir sur blanc que l'enquête policière a été construite à partir du 11 mars minimalement. Et dans cette construction, on a pointé directement Laurent Taillefer d'abord, et ensuite Billy Taillefer et Hugues Duguay. Alors, comment on peut penser que cette enquête est réellement une enquête et non pas une façon de détourner l'attention sur les vrais coupables? Parce que la police de Val-d'Or de l'époque protège ces personnes. Elles sont connues de Michel Cossette et de Daniel Huard. En juillet 2024, on arrive avec la solution à l'énigme de Val-d'Or. Tout ce qu'on a eu comme réaction, c'est une absence de réaction. Les autorités de la Sûreté du Québec refusent de réouvrir l'enquête et les autorités politiques, dont Mme Sonia Lebel, anti-corruption au gouvernement actuel, a refusé de prendre en considération le contenu de ce livre et le contenu du documentaire Meurtrier sur mesure. Il y a une volonté politique de ne pas intervenir, de mettre le couvercle sur cette affaire. Et c'est là le problème sur le plan de la justice. Tant et aussi longtemps que les autorités politiques refuseront de faire une enquête publique, ça veut dire que le gouvernement couvre ces personnes et couvre les auteurs du meurtre. Un jeune homme de 16 ans de Saint-Félix-de-Dalquier est porté disparu. Il s'agit d'Alexandre Darby. Oui, il aurait été vu pour la dernière fois samedi dernier, le 13 juillet, dans le secteur de sa municipalité. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 9 pouces, pèse 119 livres, a les cheveux bruns et les yeux bleus. La dernière fois qu'il a été aperçu, il portait un chandail de la marque Nike et un coton ouaté noir. Donc toute personne qui l'apercevrait doit communiquer avec le 911. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux
experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. On se retrouve après la pause puisque c'est ce soir à 19h30 qu'aura lieu la grande première de la pièce Dernier embarquement au paradis par la troupe à cœur ouvert à la Sarre. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Plus d'1 million de dollars a été alloué pour dynamiser les municipalités de Champ-Neuf, Lamorondière, Rochebeaucourt et le territoire du lac Chicobi par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La MRC d'Abitibi travaille avec ces municipalités pour déployer les 13 projets ciblés dans les domaines des technologies, du tourisme, des ressources humaines et des loisirs et ainsi bonifier la qualité de vie des citoyens. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Une enseignante en art visuel du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Ariane Ouellette, est à la recherche d'un mur extérieur à Rouyn-Noranda pour peindre une murale avec des étudiants dès la prochaine rentrée. Et puisqu'il s'agit d'un projet scolaire, une contribution réduite d'environ 3 500 $ est demandée si la surface est nettoyée. Le mur doit être facilement accessible avec des échafaudages et d'une superficie moyenne. Vous pouvez voir à l'écran des œuvres récentes de l'artiste. Certaines d'entre elles ont même d'ailleurs servi à gérer des problèmes de graffiti. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, y a-t-il assez d'initiatives pour embellir votre municipalité? Vous avez répondu oui à 56%. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. C'est la première de la comédie musicale Dernier embarquement au paradis, justement par la troupe à cœur ouvert. Et Justine, vous êtes justement sur place à la salle des Jardins de la Sarre. Le Paradis du Nord a fait briller la région de 2005 à 2011. Le Paradis du Nord, là, c'est 7 années de chansons incroyables, mais c'est aussi 83 202 spectateurs et 171 comédiens. Et là, cet été, pour une dernière fois, la troupe à cœur ouvert vous invite dans son dernier embarquement au Paradis. Daniel, à quoi les spectateurs peuvent s'attendre ce soir? De vivre des émotions, bien sûr, de revivre ce spectacle-là d'une certaine façon et de réécouter les merveilleuses chansons de Daniel Trottier et de Jacques Marchand. Et pourquoi vous avez décidé cet été, en 2024, de ramener le Paradis du Nord? Mais je pense que c'était pour boucler la boucle. Je pense que aussi c'est pour aussi donner l'opportunité aux gens de revoir une dernière fois ce spectacle-là qui a été grandiose. Voilà. On a aussi des comédiens avec nous et pas n'importe quel comédien. C'est les comédiens qui ont fait partie de plusieurs représentations de la version originale du Paradis du Nord. Je vous ai donné une petite feuille tantôt, là, je vous invite à la regarder. C'est des archives, des photos de vous dans le Paradis du Nord. Pierre, comment ça te fait sentir de reprendre le rôle que tu as, le rôle de Monsieur le maire? Bien, c'est bon, ça me fait ressortir de la jeunesse aussi, puis de faire un beau clin d'œil, parce que c'était un personnage qui était important pour moi, pour me sortir de moi-même là-dedans, sortir un peu de ce qui est Pierre Vachon en réalité. Là. Et Jocelyne, vous êtes comédienne, mais surtout, vous êtes la directrice musicale de Dernier embarquement au paradis et de la troupe à cœur ouvert. Comment ça vous a fait sentir de réapprendre ces chansons-là à des nouveaux comédiens? Ah, mais c'est que du bonbon. C'est tellement beau, c'est tellement plaisant à chanter que je pense que tout le monde, ceux qui c'était la première fois qui les apprenaient, étaient « Ah, c'est beau! » Puis les anciens « Oh mon Dieu, que c'est de beaux souvenirs! » Ça fait que ce n'est que du bonbon. Et vous avez tous fait partie des versions du Paradis du Nord original, mais il y a seulement 4 d'entre vous qui ont fait les 126 représentations. Alors, Daniel, Donald, Ginette et Pierre, je veux savoir quelle chanson vous aviez le plus hâte de refaire dans Dernier embarquement au paradis? Pas nécessairement une chanson que j'ai interprétée, mais par contre, Un arbre ou un homme va rester mon coup de cœur. Je me souviens à l'Arena où, bien sûr, il y avait tout le système de haute voltige. Alors oui, c'est vraiment des beaux souvenirs.
Moi, c'est l'aspect, c'est sûr, je vise au paradis, parce que je pense que ça faisait partie aussi du mouvement. Puis je pense que cette production-là était un peu précurseur. Quand on dit être précurseur dans la valorisation, puis d'aimer notre territoire à nouveau, je pense que ça a contribué à ce mouvement-là qu'aujourd'hui, c'est naturel de dire on aime donc vivre en Abitibi-Témiscamingue, justement, puis on invite tout le monde. Bien, c'est sûr, un arbre, un homme, c'est les femmes dans ce temps-là qui géraient toute la maison, la ferme, tout ça. Fait que de se mettre dans cette peau-là, là, ça fait comme se sentir valorisé. Je sais pas. Moi, c'est qui je gagne parce que c'est un clin d'œil aux habitants qui étaient là avant qu'on arrive. Là. Un clin d'œil aux Amérindiens, puis la gang, c'était bien fun à faire. Bien, merci à vous tous. Et comme on dit au théâtre, je vous souhaite un gros merde pour la première ce soir. Là, je vous laisse le temps d'aller vous préparer. Là. C'est pas là que je te dis. Ben oui, je vous le dis. Moi aussi, je m'en vais me préparer parce que je fais partie de la... C'est ça, je t'ai pas C'est ça. Faut que je me dépêche, là, parce qu'on vous attend ce soir, 19h30, à la salle des Jardins pour la première. Soyez là. Restez avec nous après la pause. On parle d'escalade et on initie Kémilia, la journaliste à l'escalade, ici à Rouyn-Noranda. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est aujourd'hui que se déroule la deuxième étape du Tour de l'Abitibi. Et Alexis, les coureurs sont partis d'Amos il y a environ 1 heure. Oui, le coup d'envoi de Amos était lancé pour 17h et les coureurs sont attendus ici à l'Hôtel de Ville de Val-d'Or vers 19h15. Il y a plusieurs enjeux aujourd'hui pour cette course de 102 km. D'abord, la température. Tantôt, il y avait plusieurs nuages gris. On se demandait s'il allait y avoir de la pluie. Hier, il y a eu quelques incidents, notamment en raison de la pluie. Aujourd'hui, je vous dirais que le principal enjeu, c'est surtout le vent. Il y a beaucoup de vent ici. Il y en avait énormément à Amos tout à l'heure. Il y a même les barrières tantôt qui sont tombées tellement le vent est fort. Ça pourrait beaucoup jouer là, au niveau des pelotons. Tantôt, on parlait qu'il y avait un échappé. Là, il reste environ 45 km à la course. Il y avait un échappé entre un coureur japonais et canadien. Je laisse écouter d'ailleurs le directeur technique qui va vous expliquer la particularité du parcours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un bon vent à l'horizon à partir d'Amos. Donc, un parcours sur la route. On passe par le fleuve de Landrienne, direction Barrault et Val-d'Or. Donc, un gros vent d'eau durant toute la première partie de la course. Peut-être un scénario de bordure par la suite quand on va se diriger vers le sud pour arriver avec un circuit de 3,2 km à Val-d'Or, un circuit de 3 tours de circuit. Hier, ça a brassé pas mal dans le circuit. On a eu quelques chutes, on a eu beaucoup d'attaques, beaucoup d'actions. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qui se passe aujourd'hui. Et Alexis, après une victoire hier, l'équipe de France s'en sera encore à surveiller aujourd'hui. Absolument. Hier, Élan de la Ronde a remporté la première étape de ce tour, j'allais dire Tour de France, de ce Tour d'Abitibi. Et les Français, vraiment, là, sont affamés. Ils veulent performer ici en sol canadien. Hier, ça a été tout un travail d'équipe. Je parlais des coureurs français. Hier, ils parlaient le fait qu'ils ont bien bloqué à l'arrière pour s'assurer que la ronde puisse s'échapper seule. Aujourd'hui, là, on veut encore une fois gagner l'étape. On veut aller chercher des points, là. Le tour est jeune, mais on veut absolument là, faire la banque de points le plus rapidement possible. Je vous laisse écouter l'entraîneur de l'équipe française. La stratégie, ça va être dans un premier temps de contenir un petit peu les attaques sur les bonifications, où certains coureurs peuvent aller chercher quelques secondes. Et puis après, sur le circuit final, pourquoi pas d'aller chercher la victoire d'étape pour aller de nouveau gagner quelques secondes avec les bonifs. Donc on va être plutôt sur une stratégie un peu défensive, parce qu'on a encore 5 jours de course. Même si durant l'étape, il se pourrait qu'on mette en place quelque chose. Donc on va voir un peu en fonction des conditions météo ce qui va se passer. Oui, donc les gens sont invités bien sûr à venir encourager les coureurs dès leur arrivée ici à 19h. Et demain, 2 étapes. D'abord la 3e étape, le contre-la-montre individuel du côté de Val-d'Or, et la 4e étape qui va avoir lieu en soirée du côté de Malartic. On va continuer de suivre. Merci Alexis. Bonne soirée, merci. Et on vous en parlait la semaine dernière du grimpeur Philippe Larouche qui a remporté le prix du bénévolat en loisirs et en sport. Lui qui organise depuis maintenant plusieurs années des activités pour le déploiement de l'escalade dans la région. Kémilia La Liberté nous présente son portrait.
Philippe Larouche en a grimpé des sommets et depuis les 20 dernières années, il tente au maximum de faire déployer l'escalade sportive en Abitibi-Témiscamingue. Je peux presque dire que mon entreprise, c'est presque du bénévolat parce que c'est pas hyper rentable en région. On n'est pas comme dans les grands centres où il y a beaucoup de population. Donc, je continue à pouvoir former des gens. Puis, ma passion, c'est que les gens ils puissent être bien formés puis qu'ils soient en sécurité sur nos parois. Puis, on a de plus en plus de parois à grimper. Donc, ça, c'est génial. Après avoir développé de nombreux sites avec plus de 170 voies d'escalade en extérieur et aménagé des sentiers pour l'accès aux parois partout sur le territoire, voilà qu'aujourd'hui, il transmet sa passion aux plus grands comme aux plus petits. Mon métier, donc, c'est de former les gens. Puis, j'ai des élèves, entre autres, des jeunes jusqu'aux adultes. Je les forme pour qu'ils soient autonomes à l'extérieur. Pour récompenser son engagement et ses réalisations, il a récemment reçu le prix du bénévolat en loisirs et en sport de l'Or Morin, à sa plus grande surprise. J'ai versé une petite larme quand j'ai vu tout ce que ça impliquait, puis que les gens ils me disaient hey, « Félicitations, bravo Phil », ben, ça m'a quand même donné une petite pouce dans le dos pour faire un autre 20 ans. Là. La région compte de plus en plus d'amateurs de sensations fortes. C'est ce que remarque Philippe Larouche, qui voit le nombre d'escaladeurs grimper d'année en année. La communauté se développe de plus en plus. On a vraiment une belle communauté. On en a beaucoup à Val-d'Or, avec le club d'escalade aussi, le Rappel du Nord, le Moudray Sport sportif qui fait un bon travail aussi avec les jeunes et les moins jeunes. Oui, ça se développe et on veut que ça continue à grandir, évidemment. Là, on continue à développer des sites à toutes les années, puis il va y avoir de nouveaux sites probablement dans les prochaines années. Pour les amateurs de grimpe dans la région, le festival Vertical 08 va se tenir du 2 au 4 août à Ville-Marie. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, sur un cap de roche à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Justine, on a encore un peu de pluie, mais le soleil s'en vient. Oui, il va falloir passer à travers quelques jours de pluie, là, mais inquiétez-vous pas, là, le soleil va être là juste à temps pour le week-end. Ce soir et cette nuit, au sud et au nord, ça va être nuageux avec un 60 % de probabilité d'averse accompagné d'un minimum de 10 degrés. Demain, en Abitibi, ça va être généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse le matin et un maximum de 22. Et pour le Témiscamingue, ça va être nuageux, devenant une alternance de soleil et de nuages en après-midi avec un maximum de 21. Un petit aperçu pour vendredi. Partout dans la région, le gros soleil va être de retour avec un maximum de 25. Là, je retourne me préparer pour la grande première de dernier embarquement au paradis. N'hésitez pas à contrer la météo qui est frette ce soir. Là. Venez vous réchauffer à la salle des jardins. Bonne première. Merci, Justine. Et avant de se quitter, la jeune femme Keisha Notaway, 17 ans, de Poulari, est portée disparue. Elle a été vue pour la dernière fois le 13 juillet vers 14 h dans le secteur du chemin du Docteur Lemay à Rouyn-Noranda et elle se déplacerait à pied. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Sûreté du Québec et si vous avez des informations, eh bien contactez le 911 directement. Sur ce, je vais passer une bonne soirée et on se retrouve demain.